Député au Rassemblement national, député européen. Bonjour Gilbert Collin. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Tiens, on va prendre la suite du débat. Je rappelle que vous êtes député européen. Vous nous direz peut-être, si on a le temps d'ailleurs, comment on voit cette affaire retraite française depuis Strasbourg et Bruxelles. Mais on évoquait dans le débat avec Pascal de la Tour-du-Pin les coupures d'électricité tout à fait assumées par la CGT, qui assume que ce soit un outil de contestation comme un autre. Qu'est-ce que vous en pensez ? L'électricité, elle n'appartient pas aux grévistes. Alors, on touche là à un abus qui est caractéristique de notre temps, c'est que dès qu'on a un pouvoir, on se l'approprie. Alors qu'en réalité, on n'a qu'une délégation de pouvoir, qu'on soit magistrat, qu'on soit électricien, qu'on soit journaliste. Si on utilise le pouvoir que l'on a à une fin personnelle, on commet un abus de pouvoir et la loi est là pour le sanctionner. Alors, moi, je suis très clair, hein. Autant je respecte la grève dans ce cas-là de légal, comme je respecte ceux qui ne veulent pas faire la grève. Parce que c'est aussi légal. Ce qui me donne quand même le droit de soutenir les grévistes. Mais je suis indigné par le fait qu'on puisse faire des coupures sauvages, illégales, d'électricité. Qu'est-ce que ça traduit dans le climat ? C'est très significatif de l'état général du pays. Moi, j'ai l'impression que on est dans une espèce d'agressivité ambiante, perceptible depuis longtemps. On en a eu des signes cliniques au moment de l'affaire des Gilets jaunes. Et il y a des souffrances françaises qui sont très perceptibles. Ce qui m'amène à dire, pourquoi le gouvernement a-t-il choisi, après l'épisode épidermique des Gilets jaunes, de faire entrer le projet de réforme des retraites ? Cette réforme, elle n'entrera pas en application tout de suite. On est bien d'accord. Elle a été mal préparée. On est bien d'accord. La communication n'a pas été efficace. On est bien d'accord. Était-ce bien utile, dans ce moment paroxystique, d'introduire un élément de débat sur une question essentielle qui allait forcément, à l'approche des fêtes, provoquer des tensions, des grèves et tout ce que l'on vit. Bon. Permettez-moi alors de cette fois de dire oui, j'ai bien compris. Voilà. Mais vous m'avez pas répondu à ma question. C'est pourquoi il le fait alors ? Pourquoi il le fait ? Il le fait parce que c'est... Alors là, la seule explication, je m'en excuse, elle n'est peut-être pas très recevable, mais elle est d'ordre comportemental, hein, parce que c'est un technocrate. Il a, comme vous l'avez indiqué, annoncé qu'il ferait une réforme. Il fait une réforme. C'est bien d'avoir des gens qui... On reproche suffisamment aux politiques de ne pas tenir les promesses. La France vous remercie. On ne peut pas lui reprocher. On ne peut pas lui reprocher. Si, vous savez, il y a une très belle pensée de Montaigne. Hein. Bon, c'est pas interdit de temps en temps de citer un bel auteur français. Hein. Entêtement et ardeur d'opinion est la plus sûre preuve de bêtise. Regardez l'âne, qui au demeurant n'est pas un animal idiot. Il ne recule jamais. Alors, j'ai pas de citation sous la main, mais enfin, respecter sa promesse, tenir sa parole, ça veut quand même, c'est une valeur en politique. Mais non, quand la parole, mais d'abord parce que quand on peut la tenir un peu plus tard. Bon, quand le moment n'est pas le bon moment, faut être idiot pour choisir le mauvais moment. Tout simplement parce qu'on a dit qu'on ferait quelque chose alors qu'on peut le faire un peu plus tard. Alors non, ça, c'est un reproche effectivement qui monte chez vous, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a choisi un drôle de moment pour faire entre Laurent Berger et Emmanuel Macron, vous allez voir, sur l'âge pivot, ils sont en train de nous enfumer. Oui, de quoi parle-t-elle, pardon ? Laurent Berger, le patron de la CFDT. Mais écoutez, je pense qu'il y a une volonté chez M. Macron... Et la CGT, alors. Pardon ? Ça va mieux, alors ? Non, mais quand quelque chose... non, parce que vous avez bien vu que monsieur Martinez nous interdit de manifestation. Ce qui, moi, personnellement, me satisfait, parce que j'ai pas du tout envie de me retrouver aux côtés de ce cocu syndical, hein, qui a appelé à voter... Cocu syndical. Pourquoi dites-vous ça ? Il a appelé à voter Macron. Oui. Non ? C'est pas... je peux vous poser une question un peu hors cadre ? Oui, je vous recadrerai s'il le faut. Non, ça, on sait que vous pouvez le faire, mais c'est pas un peu abîmer le débat public d'utiliser ce genre d'expression ? Pourquoi il n'est pas cocu ? Il n'a pas demandé... Il n'a pas demandé... Non, mais attendez, non, mais ma sœur, si je vous ai offusqué par ce terme, je vous prie de bien vouloir
m'infliger une pénitence. Non, je la respecte. C'est sérieux comme question. Non, mais alors vraiment, je vous prie de recevoir toutes mes excuses si vos oreilles chastes ont été absolument contradictoires dans sa rédaction, si on le lit attentivement, qui dit on va essayer de négocier, les portes ne sont pas fermées, etc. Et de l'autre, on a Édouard Philippe qui lui dit je ne transige pas, lui c'est le méchant. C'est le méchant policier, et Macron, c'est le gentil policier. Et vous allez voir qu'ils vont s'accorder sur la question de avec Laurent Berger. Oui, de l'âge pivot, et ils feront passer une réforme absolument discutable, dont on ne connaît pas le texte quand même, parce que, et vous, et moi, et tout le monde, nous parlons d'un texte dont on connaît les grandes lignes, on va dire les annonces principales, mais dont on ne connaît pas la teneur textuelle. Pour un jury, c'est effarant. C'est effarant qu'on puisse débattre d'un texte dont on ne connaît pas la rédaction. Parce que c'est en cours de négociation. On connaît les grands principes, en effet. Et vous négociez sur quoi si vous n'avez pas le texte? Sur toute la mise en œuvre, précisément. Non, mais, la mise en œuvre d'un texte qui n'existe pas, comment vous la faites? À partir d'éléments... que vous n'avez pas. Si, il y a quand même des éléments piliers. Et d'ailleurs, ce matin, le gouvernement publie les premiers cas types qui vont permettre aux Français de se repérer, et on n'a pas les clés. Se projeter. Vous avez les clés des cas types? Oui, il y en a quelques-uns. Ah oui, vous avez les clés. Tout à l'heure, sur votre chaîne, on disait qu'on ne les avait pas. Non, mais on n'a pas les clés, par exemple. Vous me dites que vous les avez. Pardon, je ne veux pas engager un débat avec vous. En tout cas, vous dites qu'il n'y a pas de texte. Non, mais c'est intéressant de débattre. Il n'y a pas de texte. Je veux dire que c'est dans le texte, qu'on ne connaît pas. Donc le diable est dans les détails. Le diable est toujours dans les détails, et il n'y a pas un juriste tant qu'on n'a pas les détails. Tant qu'on n'a pas les détails, vous me direz, pour répondre très honnêtement à votre question, il eût été plus comment pourrais-je dire, plus raisonnable de faire grève au moment du débat à l'Assemblée, Ah d'accord. Donc vous trouvez que c'est anticipé? C'est ce que le gouvernement avait dit. Déclencher une grève préventive. Oui, mais là aussi, déclencher un débat sans texte, c'est complètement technocratique, ça. Vous voulez toujours, Rassemblement National, un retour à la retraite à 60 ans? Oui, absolument, oui. Avec combien d'années de cotisation? 40. D'accord. Combien ça coûte les retraites en France, en gros, sur une année? Alors moi, je vous ai fait... Alors on a un défi... Vous avez vos fiches. Oui, je vous ai fait un petit chapelet, là. Oui. Je me suis dit que c'est bientôt... Vous êtes dans la métaphore. Ah ben non, c'est vous qui m'avez... écoutez, moi Alors, voilà. La CADES, vous savez ce que c'est? La caisse d'amortissement de la dette sociale. Bon, elle va avoir, à partir de 2024, 24 milliards. Qu'on paye. Bien sûr, mais... les impôts des Français. Voilà. CRDS. Mais ça va être disponible tous les ans. Bon. La fraude fiscale, 45 milliards. Les retraités immortels, vous savez, tous ces retraités qui vivent grâce à nos retraites 105 ans, 106 ans, 110 ans, ça fait 6,5 milliards. Les faux retraités, quoi. Les associations, on donne... Donc la fraude au système de retraite. On donne 45 milliards. Et puis, toutes les retraites, chapeau. Chapeau les retraites. Bon, si on commence à utiliser ces fonds, on n'a aucun problème pour financer le déficit des retraites. Alors là, vous parlez, pardon, excusez-moi, de la nécessité pour le gouvernement, c'est ce qu'il plaide, des mesures d'équilibre. Il y a deux choses, il y a les mesures d'équilibre et le système universel. Oui, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, voyez-vous. Je peux me tromper, attendez, je dis pas que j'ai raison. Vous dites qu'il n'y a pas de problème budgétaire. Aucun. Voilà, quand je vois ces chiffres, je me demande, et je ne suis pas le seul à le dire, vous pensez bien que ces éléments que je vous donne, je les ai pris dans des documents. On ne comprend pas pourquoi on nous dit qu'il y a un problème de déficit, alors qu'avec les éléments que je vous ai donnés, on pourrait quand même le combler facilement. Alors, une objection, maître, c'est qu'effectivement, ces 24 milliards, ce sont les impôts des Français. On pourrait choisir de le rendre aux Français plutôt que de continuer à l'utiliser pour le système des retraites. Mais d'abord... On ne paye pas assez d'impôts en France. Non, d'abord, je trouve que vous pensez très noblement. Vous voyez, ça fait plaisir de rencontrer... Je vous pose des questions. Ne présumez pas de ma pensée. Ne le prenez pas mal. Non, ne le prenez pas mal. Bon, vous pensez vraiment qu'on va le redistribuer aux Français, vous avez cette belle naïveté de... Non. La question, c'est non, factuel. Je crois pas. On pourrait, si on voulait vraiment le redistribuer, au lieu de créer un conflit, au lieu d'amoindrir la situation des retraités, etc., on pourrait parfaitement utiliser ces fonds. Deux questions avant de se quitter, je vous demande d'être bref. Si vous voulez bien. Patrick Balkany renonce à se présenter au municipal, il l'a annoncé hier avec son épouse. Fin de partie pour le couple à Levallois-Perret. Bon, c'est une bonne idée. Oui.
Bon. Oui, je pense qu'il aurait même dû le dire plus tôt, la sanction aurait probablement été moins lourde. Vous pensez que la justice aurait été influencée par cette décision de retrait de la vie politique des Non, je pense que s'il avait annoncé dès le début du procès qu'il se retirait de la vie politique, les magistrats auraient pu en tenir compte. À propos de justice, un petit mot, on va aux États-Unis, parce qu'il s'est passé quelque chose d'important, historique. Aux États-Unis, Donald Trump est sous le coup d'une accusation pour détournement, pour abus de pouvoir. C'est une tentative de procédure d'impeachment. Il est le 3e président seulement américain à être sous le coup de cette accusation des démocrates. C'est une bonne nouvelle pour la démocratie américaine? Non, non. Non, parce que les procédures de cette gravité qui sont utilisées à des fins de procès médiatique dénaturent le droit. Tout le monde sait que le Sénat à majorité républicaine ne votera pas la destitution. Donc il est clair que c'est fait pour engager médiatiquement un procès qui n'aura pas de prolongement juridique. Et on est un peu aussi dans cette situation quelquefois en France. On essaye d'organiser des procès médiatiques en se disant ça va avoir un impact, un effet, et puis après on se rend compte que le juge dit non, il n'y a pas matière. Mais là on est en plein dans un procès politique, tant chez les démocrates que chez les républicains. Ce qui sera intéressant, c'est de savoir qui va remporter la mise de cette histoire. Eh bien, on le saura au moment de l'élection présidentielle américaine qu'on suivra bien sûr avec attention. Merci Gilbert Collard d'avoir été notre invité ce matin sur LCI. C'est à vous Pascal.